Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande apporta sur le champ de bataille des armes techniquement impressionnantes. Le Panzerkampfwagen Six Tiger, avec son long canon de calibre 88 mm, fut conçu comme un char de percée capable de détruire les T-34 soviétiques ou les Sherman américains à grande distance. Avec une plaque de blindage frontale d'une épaisseur de 100 mm, des parois latérales épaisses de 8 cm et un poids de près de 60 tonnes, le Tiger représentait, avec sa puissance de feu et sa protection, un croiseur lourd. La propagande le dépeignait comme un géant invincible, et les équipages alliés le redoutaient initialement. Cependant, les mots enthousiastes des constructeurs cachaient souvent ce qui se déroulait à l'intérieur. Les adaptations cinématographiques et informatiques fréquentes d'aujourd'hui peuvent nous donner l'impression que le Tiger était une machine parfaite qui dominait sans difficulté sur tous les fronts. Mais quand nous revenons à l'année 1942, nous découvrons qu'il s'agissait d'un projet risqué, qui naissait dans une atmosphère de désespoir. L'Allemagne nazie contrôlait encore l'Europe, mais les steppes russes et les déserts nord-africains révélèrent les faiblesses du Blitzkrieg. C'est précisément à cette époque que naquit l'exigence d'un char qui pourrait intimider l'ennemi, creuser les tranchées et faire face aux géants soviétiques. Le Tiger devait devenir le symbole de la renaissance de la technique allemande, et en même temps un héros de cinéma. Pourtant, de nombreux généraux doutaient du sens d'un si gros char et mettaient en garde contre les problèmes logistiques. C'est dans ce contexte contradictoire que naquit la légende dont vous entendrez maintenant l'histoire, non seulement sur l'acier, mais aussi sur la douleur humaine. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment le Tiger naquit et pourquoi il devint une icône, bien qu'il fût souvent peu fiable. Dans un instant, nous révélerons comment étaient sélectionnés et entraînés les membres des équipages, quel était leur régime quotidien et quelles difficultés inattendues causèrent les espaces étroits et les conditions confinées. Au cours du récit, nous verrons de près ce que vivaient les hommes enfermés dans cette coque d'acier, comment ils devaient en s'occuper de dizaines de tonnes de mécanismes complexes, et quelle empreinte psychique laissait en eux les batailles sur les fronts oriental et occidental. N'attendez pas de réponse simple. Presque chaque scène de la vie de l'équipage cache des nuances surprenantes. Le chapitre d'introduction nous fournira un cadre plus large. Nous ne nous en tiendrons pas seulement aux statistiques de combat. Nous suivrons comment naquit dans les bureaux du ministère de l'Armement l'idée du superchar, comment les constructeurs résolurent le problème du poids, et comment les fabricants s'appuyèrent sur l'ancien canon d'artillerie Flak 36 pour lui donner un nouveau rôle. Nous jetterons un coup d'œil dans les halls d'usine de Cassel, où les ouvriers sous la pression des bombes alliées assemblaient d'énormes moteurs, et nous décrirons la pression politique qui forçait les ingénieurs à ignorer les phases de test. Dans la partie suivante, nous nous déplacerons des bureaux et usines au terrain d'entraînement, où les futurs tankistes entreprenaient leurs premiers pas. Et à la toute fin, nous reviendrons aux histoires personnelles qui nous diront ce que signifiait pour eux le mot foyer. Quand les armées allemandes, en 1941, attaquèrent l'Union soviétique, elles se heurtèrent aux chars soviétiques T-34 et K-Wehrli-1 qui résistaient aux tirs des canons antichars allemands standards de 50 mm. Hitler et le commandement de la Wehrmacht commandèrent donc un char hautement blindé, capable de percer les lignes fortifiées. Le développement se déroula simultanément chez les firmes Henschel et Porsche. Le prototype de Henschel fut choisi pour la production en série. Le Tiger ne répondait pas seulement à un besoin tactique, il devint aussi un symbole de sophistication technologique. L'armement était constitué d'un canon de 8,8 cm KWK-36, qui utilisait aussi bien des obus perforants que des obus explosifs. Selon les tableaux officiels, le char pouvait transporter 92 pièces de munitions. Mais les équipages remplissaient souvent chaque recoin de munitions supplémentaires pour augmenter leurs chances de survie. Le moteur Maybach HL 230 d'une puissance d'environ 700 chevaux propulsait le char à une vitesse de plus de 35 km/h sur bon terrain. Mais sur les champs boueux de l'Union soviétique, il arrivait que le colosse s'enlise et reste bloqué.
La décision de construire un char si lourd n'était pas évidente. Dans la période d'entre-deux-guerres, les constructeurs allemands, observant les chars 2C français et les machines lourdes soviétiques, et croyaient que l'avenir appartenait aux chars moyens rapides. Tout changea après les surprises russes, inattendues. Hitler organisa personnellement une réunion où il cria aux développeurs qu'il avait besoin d'un vrai char de percée, une arme géante qui renverserait le moral de l'adversaire. La compétition qui suivit entre les firmes Porsche et Henschel devint un combat de deux philosophies. Le modèle Porsche, élégant, mais mécaniquement peu fiable avec deux moteurs électriques et une boîte de vitesse compliquée ne s'avéra finalement pas, tandis que la construction robuste de Henschel, avec un moteur à essence classique et une suspension de qualité l'emporta. Le Tiger fut conçu comme un marteau sur les positions fortifiées. On comptait qu'il avancerait en tête des formations d'attaque, détruisant à distance l'artillerie anti-char et permettant la percée de l'infanterie. La réalité fut cependant plus compliquée. La supériorité théorique du canon de 88 mm devait être complétée par des radars, la reconnaissance et le soutien aérien. Sinon, le Tiger pouvait devenir une cible facile pour l'artillerie. Les équipages se convainquirent rapidement qu'avec ce blindé, il valait mieux combattre intelligemment, utiliser le terrain, le camouflage et la coopération d'équipe. Dans les passages suivants, nous découvrirons comment cette tactique évoluait. La complexité de la construction conduisit à une surcharge de la capacité de production. Chaque Tiger coûtait plus de 250 000 marks du Reich, le même prix qu'aurait coûté 21 busiers. Cette exigence économique, associée à une forte consommation de carburant, en moyenne 2 gallons d'essence par 1000, donc pour 60 km, il fallait plus de 150 gallons, en faisait un luxe que l'Allemagne en fin de guerre ne pouvait se permettre. Néanmoins, Hitler, par crainte de la défaite, opta pour la qualité plutôt que la quantité. Les chars Tiger furent déployés pour la première fois près de Leningrad en août 1942. Le sol boueux et les moteurs insuffisamment testés causèrent que sur 4 machines déployées, 3 s'enlisèrent dans le marécage ou tombèrent en panne. Henschel tenta d'améliorer le système de propulsion et ajouta des adaptations hivernales, des dispositifs de chauffage spéciaux et des chenilles plus larges avec des pointes coulées, qui devaient améliorer la traction dans la neige. Certains appareils de chauffage durent plus tard être retirés car ils causèrent des incendies. Le Tiger était souvent considéré comme un sledgehammer, un marteau pour les percer. Le problème était que l'armée allemande était déjà passée à la défense en 1942, si bien que le char lourd de percée n'avait pas tant d'occasion d'utiliser ses avantages. Au lieu de produire plus de Panzer IV légers et fiables, l'Allemagne misa sur des armes techniquement exigeantes. Cela eut des conséquences fatales sur l'approvisionnement logistique et la formation des équipages. Les ambitions excessives du programme de développement étaient également visibles dans le calendrier de production. Hitler exigeait la livraison des premières machines pour son 53e anniversaire, et ainsi, Henschel dut réduire les tests au minimum. Ils poussèrent un char qui avait 18 roues de roulement de chaque côté, une suspension complexe et une tourelle renforcée. Mais de nombreuses pièces n'étaient pas suffisamment testées. Quand la première unité avec des Tigers se déplaça ensuite vers Leningrad, elle dut constamment résoudre pendant le transport des boîtes de vitesse qui se cassaient et des moteurs qui surchauffaient. Certains moqueurs les surnommaient « voitures dorées » parce que chaque panne demandait beaucoup d'argent et de temps. Le problème n'était pas seulement technique, les doctrines tactiques manquaient aussi. Au début, on comptait sur le déploiement des Tigers dans des régiments de chars lourds indépendants qui devaient être assignés aux armées d'infanterie. Cependant, les commandants des divisions d'infanterie n'étaient pas habitués à travailler avec une arme si lourde et ne savaient pas utiliser ses avantages. De nombreux chars passèrent donc les premiers mois cachés dans des positions de réserve pour économiser leur durée de vie. En même temps, il s'avéra que sans un fort soutien logistique, le Tiger devenait un fardeau, car il nécessitait des ponts spéciaux, des wagons de transport et des ateliers de réparation. Bien que le Tiger surpassât la plupart des chars alliés, son succès dépendait principalement des hommes à l'intérieur.
Les premières unités Tiger sélectionnaient leurs équipages parmi les meilleurs étudiants des écoles de chars, dans les villes de Paderborn et Seine. Les candidats devaient prouver leurs aptitudes mécaniques, leur réaction rapide et leur capacité à coopérer en équipe. L'accent était mis sur la discipline, l'exécution précise des ordres et la capacité à garder la tête froide lors des tirs. Le centre de formation spécialisé de Putlos fournissait un enseignement intensif du tir, de la balistique et de la coordination avec l'infanterie. Les futurs tankistes apprenaient les bases théoriques ainsi que l'entretien pratique du moteur, de la boîte de vitesse, des armes et des postes radio. Les élèves avaient des rôles spécifiques assignés, mais étaient encouragés à maîtriser aussi les tâches des autres membres de l'équipage. Grâce à cela, des recrues originales devenaient des équipes soudées, capables d'improvisation. L'entraînement des Tigers était beaucoup plus complexe que celui des chars légers. Les candidats suivaient des cours d'orientation, de travail avec la boussole, de météorologie et de balistique. Les instructeurs leur inculquaient que chaque attaque de char est une combinaison de feu et de mouvement, sans coordination avec l'infanterie et l'artillerie. Même le plus gros char n'a aucune chance. Les tireurs passaient des heures à calculer la visée dans diverses conditions météorologiques. Les conducteurs s'entraînaient au changement brusque de direction et au freinage sur la boue ou la glace, et les chargeurs s'exerçaient au chargement à l'aveugle. Les manœuvres nocturnes, le camouflage et les réparations improvisées faisaient partie du cours. Les cadets goûtaient pour la première fois ce que c'était que de dormir à l'intérieur du char, de sentir l'odeur d'huile et d'entendre le grondement monotone du moteur sous la tête. Les instructeurs les exposaient délibérément aux explosions et à la fumée pour qu'ils s'habituent au stress du combat. Les exercices se déroulaient aussi, sous la pression du temps. Les équipages devaient en quelques minutes faire le plein, charger les munitions, se rendre au poste et tirer la première salve. L'accent était mis sur la cohésion. Le commandant apprenait à s'entendre avec le conducteur et le tireur. Le chargeur s'entraînait à avoir des mains rapides et le radio devait être prêt à prendre les commandes. Les instructeurs faisaient tourner les équipages sur les différents postes pour que chacun connaisse le travail des collègues. Cette rotation avait un sens pratique. Si un membre de l'équipage était blessé, un autre pouvait immédiatement le remplacer. Le programme d'entraînement soulignait la procédure standardisée lors du tir. Le commandant repère la cible avec des jumelles, donne l'ordre au conducteur d'arrêter ou d'ajuster la direction. Le tireur évalue la distance et lève le canon. Le chargeur insère le type de munition approprié. Le premier tir sert à viser et le second a déjà un effet destructeur. Ces exercices se répétaient jusqu'à devenir automatiques, car une réaction rapide au combat décidait de la vie ou de la mort. La complexité du pilotage du Tiger conduisit à la recherche de méthodes innovantes. Le général des troupes blindées Heinz Guderian chargea donc le lieutenant Joseph von Glattergutz d'élaborer un manuel illustré, le Tigerfibel. Cette Bible pour les équipages combinait illustrations humoristiques, vers et histoire, pour que les jeunes recrues assimilent au mieux la quantité d'informations techniques. Le livret ne devait pas servir la propagande. Au contraire, le ton amical et les dessins amusants devaient minimiser le stress de l'apprentissage. Le Tigerfibel décrivait de manière illustrée les parties du char, les procédures de tir, les principes tactiques et l'entretien courant. Les images montraient un équipage fictif. L'auteur attribua à chaque membre un nom et un caractère pour que les lecteurs s'identifient à eux. Le manuel contenait aussi un jeu de plateau pour réviser les connaissances. Pendant l'entraînement, il était distribué aux novices pour qu'ils puissent étudier dans les casernes et en dehors. Le style inhabituel du Tigerfibel était étonnamment rafraîchissant pour les soldats. Au lieu de diagrammes secs, il contenait des bandes dessinées, des poèmes rimés et des allusions érotiques qui devaient maintenir l'attention des lecteurs. À une époque où de nombreux équipages n'avaient même pas terminé l'école primaire, il s'avéra que la forme légèrement ironique était plus efficace que les conférences académiques. Dans une image, par exemple, un chargeur court en pyjama avec un obus dans la main et le texte l'encourage « Ne regarde pas la fille, mais la munition, chaque tir peut sauver une vie ». Le manuel soulignait aussi les règles de survie. Il encourageait les conducteurs à éviter les virages serrés
exhortait les tireurs à la patience et mettait en garde tous les membres contre le fait de fumer à l'intérieur du char à cause des vapeurs d'essence. Grâce à cela, le Tiger-Fibel devint bien plus qu'un simple manuel. Les équipages le prenaient comme un compagnon qui les accompagnait pendant toute la guerre. Certains équipages découpaient leurs illustrations préférées et les collaient sur les parois du char pour rappeler que même dans la cruelle réalité, on peut trouver de l'humour. Alors que la guerre progressait et que l'Allemagne subissait de lourdes pertes sur le front oriental, la qualité des équipages diminuait. Les vétérans expérimentés étaient remplacés par de jeunes soldats à peine formés aux compétences de base. À la fin de la guerre, des garçons de la Hitlerjugend ou des classes d'âge plus anciennes appelées du civil s'installaient dans les Tigers. L'entraînement court et le manque d'instructeurs expérimentés causant que les équipages commettaient des erreurs dans l'entretien et au combat, ce qui conduisait à des dommages ou à des pertes de chars. L'enthousiasme initial avec lequel les recrues étaient accueillis dans les écoles de chars s'évanouit. Les commandants des 503e et 505e régiments de chars lourds notaient dans leurs journaux que de nombreux novices ne comprenaient pas la mécanique, ne connaissaient pas les règles de base du tir et avaient des problèmes de discipline. Il arrivait répétitivement que des sections partent au combat avec des réservoirs non entièrement remplis parce que les équipages avaient mal estimé la consommation. Les jeunes de la Hitlerjugend se vantaient certes de slogans idéologiques, mais leurs compétences pratiques étaient souvent insuffisantes. Les soldats vieillissants, qui étaient appelés d'emploi civil, souffraient quant à eux de problèmes de santé et n'étaient pas habitués aux longues heures dans la cabine du char. Un commandant se plaignit qu'on lui avait assigné un radio de 60 ans, qui n'était pas capable de manier la mitrailleuse, ni de se déplacer rapidement. Ces contrastes créaient des tensions à l'intérieur des équipages. Un commandant expérimenté devait concilier l'imprudence juvénile avec la prudence des hommes plus âgés. De plus, le recrutement ne se limitait pas aux Allemands. Des recrues des territoires occupés étaient également assignés aux unités Tiger, par exemple des Sudètes, du protectorat de Bohême-Moravie ou d'Alsace. Cette diversité ethnique apportait des barrières linguistiques. Certains soldats parlaient un dialecte que le reste de l'équipage ne comprenait pas. Pour que les équipages fonctionnent, ils devaient apprendre des signaux simples de la main et des mots comme Halt, Rechts et Links. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment ce niveau différent d'entraînement se manifestait sur la capacité des équipages et combien il influençait leurs chances de survie. Dans un instant, nous plongerons dans l'espace même du char et découvrirons ce que signifiait passer des jours et des nuits dans un environnement confiné, bruyant et malodorant. Bien que le Tiger inspirât le respect par son apparence, seulement 5 hommes travaillaient à l'intérieur. Le commandant, le tireur, le chargeur, le conducteur et le radio servant de mitrailleuse. Le commandant sortait la tête par l'écoutille de la tourelle, observait le champ de bataille et décidait des manœuvres et des tirs. Dans les premières années de guerre, les commandants étaient trop souvent des vétérans de guerre. Ils devaient à la fois diriger l'activité de l'équipage, estimer les distances et communiquer avec les chars adjacents à l'aide de la radio et de drapeaux. Le Tiger avait pour chaque membre de l'équipage une écoutille d'évacuation séparée, ce qui augmentait les chances de survie en cas d'impact. Le commandant communiquait avec le conducteur et le tireur au moyen de la radio ou de tubes vocaux. Pour que l'équipage reste coordonné au combat, les ordres devaient être courts et clairs. Gauche, stop, feu. Le commandant surveillait aussi la situation sur les cartes, évaluait les ordres des échelons supérieurs et choisissait le meilleur chemin selon le terrain. Sa responsabilité allait cependant beaucoup plus loin. Le commandant était psychologue, père et juge. Il devait maintenir le moral, résoudre les conflits entre les membres de l'équipage et s'occuper de leurs besoins physiques, comme la nourriture et le sommeil. Il décidait souvent si l'équipage passerait la nuit à l'intérieur du char ou se disperserait dans les environs. Il devait aussi reconnaître quand prendre des risques et quand reculer. Une mauvaise décision pouvait signifier la perte de tout le véhicule et la vie de tous. Dans les unités établies, les commandants tenaient des journaux personnels où ils écrivaient sur leurs décisions, sentiments et craintes.
Ces notes devenirent une source précieuse pour les historiens. Le commandant était aussi le lien entre la réalité tactique et la propagande. Ces rapports étaient utilisés dans les bulletins d'information de guerre et influençaient la façon dont le public percevait le front. Parfois, il était poussé à exagérer les succès et à dissimuler les pertes. Cela créait une pression psychique supplémentaire entre le devoir envers les soldats et la loyauté envers le régime. Le tireur était assis sur le côté droit de la tourelle et contrôlait l'affût du canon. Sa tâche était de choisir correctement l'élévation et la direction en s'appuyant sur les instructions du commandant. Le chargeur était assis à gauche du canon. Selon la cible choisie et l'ordre du commandant, il sélectionnait rapidement le type de munition. Obus perforants, grenades explosives ou charges fumigènes. Selon le témoignage du tankiste expérimenté Otto Carius, le Tiger avait à bord 98 obus de différents types. Le chargeur devait travailler dans un espace très confiné. Lors du chargement, il s'écorchait les mains et la tête contre les poutres et l'hydraulique. Carius décrivit que le chargeur avait le moins d'informations sur la situation. Il n'avait pas son propre périscope et obtenait toutes les informations du commandant via les écouteurs. La vitesse de chargement était critique car le premier tir servait à viser et le second à tuer la cible. Les rôles du tireur et du chargeur semblent clairs au premier regard, mais ils cachent des centaines de petites actions. Le tireur devait constamment surveiller les périscopes, basculer entre les jumelles et le viseur, transmettre les informations du commandant, et en même temps sentir et corriger les rebonds du char pendant la marche. Chaque tir générait un recul qui pouvait dérégler le viseur. Le tireur s'entraînait donc à la mémoire musculaire. Après chaque tir, il ajustait rapidement l'élévation et la direction. Son équipement comprenait aussi une mitrailleuse MG-34 en montage coaxial, avec laquelle il pouvait repousser l'infanterie à courte distance. Le chargeur travaillait dans un labyrinthe spatial. Il devait savoir où dans l'espace du char se trouvait quel type de munitions. Les obus perforants étaient stockés en étages, les explosifs au fond. Les confondre pouvait avoir des conséquences fatales. Soulever un obus de 30 kilos, l'insérer dans la culasse, fermer la culasse, crier puis fertigue, prêt. Tout cela se déroulait en secondes. Lors de longs échanges de tirs, le chargeur transpirait et ses mains souffraient d'ampoules. En matière de sécurité, il devait faire attention à ne pas accrocher ses vêtements dans les mécanismes de la culasse. Le tireur et le chargeur formaient un tandem inséparable. Dans les pauses entre les combats, ils répétaient ensemble les numéros de munitions, inventaient des aides mnémotechniques et s'entraînaient à la coordination. Si le chargeur se fatiguait ou était blessé, le tireur devait charger lui-même, ce qui ralentissait considérablement la cadence. Cela montre aussi combien chaque rôle individuel était critique pour la vie de l'équipage. Le conducteur était assis dans la partie avant de la coque, entouré du réservoir de carburant. Sa position était la plus dangereuse. Il ne pouvait pas se lever complètement. Il disposait d'un périscope et d'une vision qui était bien souvent endommagée par des projectiles non perforants. John Norris nota que même si le Tiger avait plus d'espace intérieur que d'autres chars, la position du conducteur était la pire. Les conducteurs devaient travailler délicatement avec l'accélérateur et l'embrayage. Un maniement brutal conduisait à une surcharge de la boîte de vitesse et à des pannes. Le radio contrôlait la mitrailleuse MG-34 dans la paroi de la coque et s'occupait de la radio FUG-5. Il était aussi souvent conducteur de réserve. La communication entre chars était vitale. Les équipages utilisaient des écouteurs reliés par câble. Quand la liaison radio échouait ou que le char se trouvait dans l'immédiate proximité de l'ennemi, les équipages utilisèrent des fumigènes, des signaux manuels ou même des dispositifs de signalisation tactile. Le conducteur du Tiger devait acquérir le sens d'une machine de dizaines de tonnes. Chaque appui sur l'accélérateur pouvait causer un bond brusque qui perturbait la visée. La boîte de vitesse puis avait plusieurs vitesses avant et une marche arrière. Un passage de vitesse mal exécuté pouvait détruire les dents des engrenages. Le conducteur devait simultanément surveiller le périscope avant et le tableau d'information du moteur, température de l'huile, régime et pression. En conditions de terrain, les branches, la boue et les mines lui compliquèrent le travail.
Il devait souvent reculer sans voir ce qui se passait derrière lui, ne s'appuyant que sur les instructions du commandant. Le radio était le centre nerveux de la communication. Il devait maintenir la liaison avec les autres chars, le commandement et parfois les unités d'infanterie. Il contrôlait la radio qui transmettait de courts messages en code et en même temps tirait à la mitrailleuse sur les soldats qui approchaient. Son travail exigeait du multitâche. Pendant la marche, il réglait la fréquence, notait les messages dans un carnet, envoyait des réponses et devait réagir aux ordres du commandant. En cas de panne de la radio, l'équipage utilisait un téléphone de campagne fixé à l'arrière du char. Le radio sortait, déroulait le câble et reliait le char aux autres véhicules, ce qui était risqué car il devait exposer sa tête au feu ennemi. L'équipage du Tiger fonctionnait comme une petite famille. Un commandant expérimenté veillait à ce que chaque membre se sente partie du tout. La confiance était indispensable car la vie de l'un dépendait de la réaction des autres. À l'intérieur du char se créèrent des surnoms, des blagues et des rituels. Les équipages nommaient leurs machines, souvent avec des noms féminins, et les considéraient comme le sixième membre de l'équipe. Cette structure familiale n'était cependant pas sans conflit. Les tensions naissaient des longues heures d'attente, de l'entretien monotone et de la peur des combats à venir. Parfois le chargeur se sentait sous-estimé, parce que le commandant et le tireur avaient une meilleure vue d'ensemble de la situation. D'autres fois, le radio se plaignait de ne pas avoir le temps même de manger. Ces désaccords se résolvaient par l'humour. Les équipages s'écrivaient des poèmes satiriques, dessinaient des caricatures de leurs commandants et inventaient des parodies d'ordre. Les membres des équipages apprirent rapidement à lire les humeurs de leurs camarades. Un des vétérans raconta qu'il savait, selon la façon dont un collègue traînait les pieds, s'il avait peur ou était en colère. Cette empathie était la clé de la survie. Au combat, on ne pouvait souvent pas parler, et ainsi les équipages se comprenèrent par des regards et des gestes. L'ennemi commun devint non seulement les obus, mais aussi la peur, l'ennui et l'attente infinie des ordres. Dans les chapitres suivants, nous verrons comment cette cohésion se manifestait pendant les heures infinies d'entretien, d'attente des ordres et dans le combat même. La prochaine fois, nous découvrirons quelle était la réalité physique de la vie, à l'intérieur du Tiger, comment il luttait contre la chaleur, le bruit, l'essence et le manque d'espace. Le Tiger était plus grand que la plupart des chars de l'époque, mais cela ne signifiait pas le confort. L'intérieur était encombré de munitions, d'outils, de radios, d'extincteurs et d'équipements personnels. La tourelle large fournissait plus d'espace pour le tireur et le chargeur, mais les obus devaient être empilés le long des parois, ce qui limitait le mouvement. Dans la partie avant de la coque, le conducteur et le radio se serraient près du tunnel moteur. Ils étaient assis près des réservoirs de carburant et sentaient les vibrations du moteur. Un des plus gros problèmes était l'absence d'espace pour les affaires personnelles. Chaque membre d'équipage avait un petit sac avec des sous-vêtements, un rasoir, un appareil photo ou un livre. Ces sacs devaient être placés de manière à ne pas gêner la manipulation des munitions. Certains soldats les attachaient au plafond comme des sacs à dos improvisés. Il n'est pas étonnant que tout leur environnement personnel se réduisait à quelques tiroirs et poches. Le train de roulement à chenilles et le moteur puissant créaient des vibrations infinies. Les équipages apprenaient à dormir et manger au rythme des secousses. Quand le char traversait une route boueuse, l'équipage se balançait en unités serrées, se cognait la tête contre les parois et essayait de ne pas se casser les dents sur les parties métalliques de l'intérieur. Les personnes à l'estomac sensible souffraient de nausées, et dont les chargeurs distribuèrent des chewing-gums et des bonbons pendant les longs déplacements pour réduire l'envie de vomir. À l'intérieur du char régnait une symphonie d'extrêmes sensoriels. Selon un article sur la vie dans les chars, les températures en été ou dans le désert pouvaient dépasser 38 degrés Celsius. En hiver russe, l'équipage luttait contre le gel. La construction d'acier absorbait la chaleur et le froid. Quand on chauffait avec les 450 chevaux du Maybach, l'intérieur se remplissait de l'odeur d'huile moteur chaude, d'essence et de cordite. En situation de combat s'ajoutaient la poussière, la fumée et les vapeurs de poudre. Le son était assourdissant. Le tir du canon de 88 mm résonnait à l'intérieur de l'espace métallique, comme un coup sur une cloche. Selon le vétéran Wilhelm Fischer,
Les équipages n'avaient aucune protection auditive et chaque tir du canon ou de la mitrailleuse vibrait à l'intérieur, si bien qu'après le combat, leurs oreilles bourdonnaient. Le moteur tremblait au ralenti, la boîte de vitesse grinçait, la radio bourdonnait. Quand un projectile ennemi frappait le char, tout l'espace tremblait, le métal résonnait et la poussière se dégageait des joints. Un mélange d'odeurs circulait constamment dans le char. Sueur de l'équipage, vapeur du moteur, lubrifiant, poudre et nourriture chauffée sur des réchauds improvisés. Selon les témoins, dans l'espace du char circulait aussi l'odeur des réservoirs d'urine. Les membres d'équipage ne pouvaient pas quitter le char au combat et devaient uriner dans des bouteilles ou des récipients. Dans un des entretiens de vétérans, Waldemar Pliska admit que l'intérieur sentait l'essence et la graisse. Mais contrairement à l'infanterie, les tankistes avaient moins de problèmes avec les poux, car l'essence les repoussait. À ce cocktail se mêlaient aussi les arômes de nourriture. Les équipages faisèrent du café sur de petits réchauds à alcool, chauffèrent des conserves et parfois cuisirent des pommes de terre directement sur l'échappement chaud. Quand l'unité obtenait de la viande fraîche, le plus souvent de cheval ou d'animaux domestiques abattus, elle était grillée sur des filets de camouflage placés sur le moteur. Cette cuisine improvisée ajoutait à l'intérieur un nouvel élément, l'arôme douceâtre de la viande qui se mélangeait à la vaseline fondue. L'hygiène était presque un luxe. Les équipages se lavaient avec l'eau des ruisseaux ou de la neige fondue et souvent s'essuyaient rapidement le visage avec un chiffon humide. Le rasage se faisait à l'intérieur quand le moteur tournait au ralenti et que les lumières étaient tamisées. Au combat, cependant, il devait supporter l'odeur désagréable qui s'imprégnait lentement dans l'équipement et la peau. L'espace était si confiné que tout mouvement demandait de la coordination. Le chargeur devait faire attention, en manipulant les munitions de 25 kilos, à ne pas faire tomber un collègue ou se coincer entre les obus. La fatigue se manifestait par des douleurs au dos et aux épaules. Rester assis longtemps dans la chaleur ou le froid causait en plus des gonflements aux pieds. La vie quotidienne de l'équipage ne tournait pas seulement autour des combats. Ils passaient de grandes parties du temps dans des abris, des salles d'attente ou simplement près de leurs chars. Selon un reportage de Daugavpils, les équipages construisaient des tentes sur la rive de la rivière, paraissaient au soleil, écrivaient des lettres et grillaient de la viande obtenue du bétail volé. Les rations officielles étaient complétées par des oies, poules ou porcs volés. C'était un des rares moments où ils pouvaient se rassasier d'autre chose que de conserves. Les vétérans se souviennent qu'en été, ils dormaient plutôt à la belle étoile, ou sous le char pour se reposer de l'odeur d'essence. Au contraire, en hiver, ils se serraient à l'intérieur, s'asseyaient dans leurs sièges et essayaient de se réchauffer ensemble. La nuit, ils ajoutaient des bâches au moteur pour retenir la chaleur et s'habillaient de toutes les couches de vêtements disponibles. Le chauffage de la cabine était peu fiable et les équipages devaient supporter en hiver soviétique des températures autour de moins 50 degrés Celsius. En 1943 à 1944, un chauffage fut installé dans certains Tigers, mais à cause du risque d'incendie, il était souvent débranché. Les équipages développaient donc leur propre méthode. Ils couvraient les orifices de ventilation avec des chiffons pour que moins de chaleur s'échappe, allumaient des feux à l'extérieur du char et portaient des gants même à l'intérieur. Dans le gel, ils partageaient la chaleur corporelle. Le chargeur et le tireur s'appuyaient dos contre la tourelle pour se réchauffer. Même le repos à l'extérieur n'était pas idyllique. Dans les forêts menaçaient les attaques de partisans, dans le désert les tempêtes de sable. Les équipages devaient décider s'il fallait risquer une attaque en dormant dehors ou se serrer à l'intérieur. Parfois, ils dormaient dans des granges ou maisons proches, mais souvent par manque de temps, ils préféraient rester près de la machine. Les souvenirs de vétérans décrivent comment en été, ils se blottissaient sous le char, écoutaient le chant des grillons, tout en sentant l'arôme douceâtre de l'essence chaude. Même dans l'environnement de guerre, les équipages trouvaient des moments pour eux. Quand les chars restaient plusieurs jours en réserve, les hommes passant du temps à entretenir l'armement, mais aussi à jouer aux cartes, aux échecs ou aux dominos. Les jeux de dés et les quiz du Tiger Fibel étaient à la populaire.
Le commandant lisait une tâche en vert, et les autres devaient compléter la bonne manœuvre. On jouait pour la dernière cigarette, du chocolat ou un morceau de pain. Ces petits paris renforçaient la compétitivité et relâchaient le stress. Certains membres d'équipage apportaient un accordéon ou un harmonica. Pendant les pauses résonnaient donc des chansons, qu'il s'agisse de tubes populaires ou de marches militaires. La musique devint un moyen de chasser le mal du pays. En plus, les hommes écrivirent des lettres. En hiver, ils étaient assis à la lumière d'une bougie dans la cabine blindée et rédigeaient quelques lignes pour les parents, épouses ou petites amies. Ils écrivaient sur ce qu'ils mangeaient, où ils se trouvaient, et cachaient souvent l'horreur qui les entourait pour épargner leurs proches. Ceux qui avaient du talent pour le dessin croquaient leurs collègues dans les marges des cartes ou dans des carnets. Ils se caricaturaient souvent mutuellement. Le tireur avait d'énormes yeux, le conducteur était représenté dormant dans son siège, le radio comme un homme avec des antennes au lieu d'oreilles. Ces dessins sont aujourd'hui un témoignage précieux sur l'humour qui aidait à surmonter le poids du quotidien. Néanmoins, les équipages percevèrent souvent le char comme leur foyer. Pendant les longs déplacements, ils dormaient à l'intérieur et sur la tourelle, cuisinaient sur l'échappement chauffé par le moteur, et rangèrent leurs objets personnels aux endroits appropriés. La vie partagée dans l'espace étroit renforçait la cohésion et créait des rituels, du rituel de faire le café à l'échange de cadeaux à Noël. Le Tiger était l'incarnation de la technique allemande, ce qui se manifestait aussi dans la complexité de l'entretien. Le système de train de roulement compliqué avec des roues de roulement qui se chevauchaient était censé améliorer la répartition du poids, mais son nettoyage et ses réparations prenaient des heures de travail. Dès que de la boue ou de la glace pénétrait entre les roues devaient être démontées, nettoyées et remontées. Pendant la campagne de Russie, il s'avéra que quand la boue gelait dans les interstices, le char devenait immobilisé. L'entretien comprenait aussi le contrôle quotidien du moteur, de la boîte de vitesse et du radiateur. Les équipages devaient surveiller le niveau d'huile et de liquide de refroidissement, serrer les boulons du moteur principal et régler les soupapes. En même temps, ils travaillaient avec des outils limités, souvent juste avec un jeu de base de clés, tournevis et marteaux. Chaque soir, ils passaient des heures à démonter les garde-boue, nettoyer la boue et graisser la suspension. Négliger ces actions pouvait conduire à une panne au mauvais moment. Quand il y avait des pierres ou de la glace dans les roues, elles devaient être extraites avec des crochets de fer. Si un maillon de chenille se cassait, l'équipage devait connecter un maillon de rechange, ce qui était un processus difficile, nécessitant un cric et la force de tous les hommes. Dans des conditions froides, on manipulait les chenilles avec des gants. Dans la chaleur, au contraire, les maillons métalliques chauffaient et brûlèrent les paumes. Les mécaniciens devaient régulièrement contrôler les roulements, ressorts et bandages en caoutchouc des roues. Le moteur Maybach souffrait de surcharge. Lors de conduites imprudentes, les boîtes de vitesse surchauffaient, et il y avait des fuites d'huile. Les joints et bagues d'étanchéité se fissuraient, le carburant s'infiltrait dans l'espace moteur et risquait de s'enflammer. Les équipages étaient informés pour réagir immédiatement, ouvrir les capots, utiliser les extincteurs et en cas d'urgence abandonner le char. La fiabilité mécanique était si faible que même les Tigers bien entretenus n'étaient opérationnels qu'environ 40% du temps. Pour que les chars retournent au service, ils devaient être remorqués par de lourds tracteurs ou d'autres chars. Cependant, le poids énorme nécessitait 2 à 3 véhicules de remorquage. De plus, il existait une interdiction de remorquer un Tiger par un autre, car les 2 machines pouvaient être endommagées. Le Tiger était un monstre vorace. Il consommait 2 gallons d'essence par 1000 et plus en terrain difficile. À une époque où l'Allemagne souffrait de pénurie de produits pétroliers, les citernes devaient transporter le carburant sur des centaines de kilomètres. Un seul char pouvait brûler les réserves de plusieurs véhicules légers. Certaines unités avaient au début des offensives assez d'essence assignée, mais dès que le front avançait, les chars commençaient à s'arrêter à cause de réservoirs vides. Chaque Tiger avait 3 réservoirs de carburant d'une capacité totale de plus de 500 litres. Lors des déplacements,
Le conducteur devait contrôler la consommation et régulièrement basculer les robinets entre réservoirs pour que le moteur aspire du réservoir plein. Si sur le champ de bataille un tuyau de carburant était endommagé, l'inflammation était immédiatement menaçante. Les équipages transportaient donc des tuyaux de caoutchouc de rechange et des moyens d'étanchéité improvisés. L'approvisionnement en carburant était un drame logistique. Dans le cas où les citernes ne pouvaient pas pénétrer au front à cause d'attaques aériennes, les équipages devaient démonter les jerrycans d'autres véhicules, ou même pomper l'essence de machines ennemies abandonnées. On dit que certains équipages survécurent seulement parce que la nuit, ils déconnectèrent les tuyaux de leur propre réservoir et transféraient le carburant dans des véhicules plus petits qui apportaient ensuite les provisions. Pendant les déplacements, les équipages devaient surveiller non seulement leur propre consommation, mais aussi celle des moteurs de générateurs qui alimentaient les radios et équipements de remorquage. Le manque de carburant conduisait à des situations où les équipages devaient abandonner leurs chars et les détruire pour qu'ils ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Le poids de 60 tonnes imposait de grandes exigences à l'infrastructure. Les ponts ordinaires n'étaient pas construits pour une telle charge et souvent se pliaient sous le Tiger ou même s'écroulaient. L'opération près de Daugavpils sur la rivière Dvina en juillet 1944 peut servir d'exemple. L'unité de chars dut y attendre le renforcement des ponts, tandis que les équipages prenaient le soleil et chassèrent le bétail. Même après l'achèvement du franchissement, sur 22 Tigers déployés, seulement 8 se révélèrent capables de combat à cause de pannes mécaniques causées par la poussière et la chaleur. Lors des déplacements par chemin de fer, il fallait des wagons-places spéciaux, avec des essieux renforcés. Le chargement se déroulait de sorte que le char montait par une rampe sur la plateforme. L'équipage démontait les plaques de blindage latérales pour réduire la largeur et fixer les chenilles avec des chaînes. Chaque chargement et déchargement durait plusieurs heures et nécessitait une coordination avec les régiments de transport. Dans les situations où le front avançait rapidement, il était parfois plus rapide de rouler sur ses propres chenilles et risquer l'usure que d'attendre un wagon libre. Les ponts étaient le talon d'Achille du Tiger. Les unités du génie devaient construire avant l'attaque des pontons et ponts flottants pour que les chars traversent les rivières. Souvent, cela signifiait retarder les offensives. L'ennemi gagnait du temps pour organiser la défense. Quand les chars essayaient de franchir des ponts improvisés, ils devaient rouler lentement pour ne pas faire onduler la construction et la faire s'effondrer. C'était une situation déchirante pour les nerfs, car des deux rives menaçaient le feu. Quand un Tiger était endommagé ou enlisé, entraient en action des mécaniciens spécialisés et des véhicules de secours spéciaux. L'armée allemande développa à cet effet le char de dépannage Berge-Panther, qui utilisait le châssis du char Panther et était équipé d'une grue et d'un treuil. Au front cependant, ces machines manquaient, et ainsi les équipages devaient souvent compter sur elles-mêmes. Si une chenille se cassait, ils devaient la réparer en zone de combat. Dans le cas où le char s'enlisait dans la boue, d'autres Tigers s'attelaient et essayèrent de le sortir, même si les commandants avertissaient que les deux machines pouvaient ainsi être endommagées. La réparation était difficile non seulement à cause du poids des machines, mais aussi à cause du manque de pièces de rechange. Dans les dernières années de guerre, les unités utilisaient des pièces de char, mis hors service, ou réparèrent de façon improvisée les composants cassés avec un marteau de forgeron. Les conducteurs apprenaient la soudure de base pour pouvoir fixer un garde-boue cassé ou renforcer un support fissuré. Certains régiments avaient des ateliers mobiles dans des camions qui voyageaient avec les unités et venaient immédiatement après le combat aux machines endommagées. Le dépannage se déroulait souvent sous le feu. Les mécaniciens rampaient vers les chars endommagés, fixaient les crochets et treuils et se couvraient derrière les chenilles. Si un raid aérien menaçait, ils devaient travailler vite. Un char abandonné était une cible attirante pour les aviateurs alliés. De nombreux comptes rendus décrivent comment les équipages sauvèrent leur machine littéralement à la dernière minute et la remorquèrent vers l'arrière où elle pouvait être réparée. Ces opérations dangereuses montrent quels soins le Tiger exigeait et jusqu'où les hommes étaient prêts à aller pour sauver leur machine. Le poids lourd compliquait aussi le transport ferroviaire.
Pendant la campagne de l'Est, les wagons devaient être modifiés pour supporter 4 fois plus de poids que les wagons ordinaires. Les équipages consacraient plus de temps à l'entretien qu'au combat. Chaque soir, ils devaient nettoyer le tube du canon, examiner toutes les chenilles et mécanismes de tension, vérifier le niveau d'huile et de carburant, graisser les roulements et essuyer l'optique. Ils accordèrent de l'attention aussi au camouflage. Ils peignaient le char avec des couleurs selon la saison, accrochèrent des branches et filets pour se fondre dans l'environnement. Les routines matinales comprenaient le test de la radio, le contrôle de la qualité des lubrifiants et du liquide de refroidissement, le réglage de la tension des chenilles et le test des freins. Le commandant faisait le tour de la machine avec une liste de contrôle, cochait les tâches individuelles dans un carnet et déterminait qui ferait quoi. Le chargeur et le tireur mesuraient la longueur du tube pour s'assurer qu'il n'y avait pas eu de courbure après les tirs précédents. Le conducteur nettoyait les périscopes et avait l'obligation de remplacer le verre fissuré. L'entretien était aussi un événement social. Pendant le lavage et le graissage du char, les équipages se rencontraient, échangèrent conseils et blagues. Ils chantèrent souvent ensemble des chansons ou discutèrent des nouvelles de chez eux. Même ce travail physique aidait à relâcher le stress. Les hommes avaient l'impression d'avoir les choses sous contrôle, au moins pour un moment. Dans un instant, nous passerons au combat. Vous apprendrez ce que c'est d'être enfermé dans une cage blindée quand des dizaines de projectiles ennemis s'abattent dessus, et ce qui se passe dans l'esprit d'un équipage qui doit simultanément combattre et maintenir la machine en marche. Un des témoignages les plus saisissants sur le combat du Tiger est le rapport du lieutenant Zabel de 1943. Son char subit pendant une bataille de 6 heures 227 impacts, mais réussit néanmoins à détruire les positions ennemies et parcourir 60 km. Zabel décrivit la situation à l'intérieur. Chaque coup de l'extérieur faisait résonner la coque comme un gong. Les parois tremblaient, des éclairs jaunes reflétaient la lumière dans l'intérieur, et la fumée des joints fissurés remplissait l'air. Les équipages perdaient la notion du temps, oubliaient la faim et la soif, ne faisaient que mécaniquement les gestes. Les projectiles endommagèrent les mitrailleuses, arrachèrent les viseurs et enfumèrent l'intérieur. À un moment, le moteur prit même feu, mais l'équipage l'éteignit rapidement. Les blessures par choc et éclats de fer n'étaient pas exceptionnelles. Néanmoins, le Tiger, grâce à sa forte plaque de blindage frontal, se maintint au combat. Les équipages soulignaient que la plus grande faiblesse était les flancs et l'arrière. Il y eut toute une série d'affrontements similaires. Sur le front oriental, les chars lourds étaient souvent déployés comme bunkers mobiles. Les soldats attendaient l'ordre d'allumer les moteurs, avançaient lentement en position, tiraient et se couvraient à nouveau. Ce faisant, ils devaient surveiller le terrain, car les inégalités pouvaient causer une déviation du tube. Dans les conditions de tempête hivernale, la visibilité se limitait à des dizaines de mètres. Le tir était intuitif, et le coup du canon de 88 mm perçait le brouillard blanc comme un coup de tonnerre. La plus grande pression sur l'équipage venait au moment où le char risquait d'être encerclé. L'équipage devait être prêt à abandonner le véhicule en quelques secondes. Chacun avait sa propre sortie de secours, mais en cas de panique, ils pouvaient se bloquer mutuellement. Le commandant devait décider s'il ordonnait l'évacuation ou restait et essayait de percer. Selon les témoignages, de nombreux conducteurs essayaient même dans des situations sans issue de manœuvrer et franchir les obstacles, juste pour amener l'équipage en sécurité. La stratégie des Alliés s'adapta progressivement. Les tankistes américains et britanniques s'entraînaient aux attaques en formation de rosaces. Un groupe de Sherman attirait le Tiger par le feu depuis l'avant, tandis qu'un autre véhicule se glissait sur le flanc et visait l'espace autour de l'anneau de la tourelle. Les unités soviétiques utilisaient donc quant à elles le feu de l'artillerie anti-char en combinaison avec des attaques d'infanterie. Ces tactiques signifiaient que le Tiger devait être constamment en mouvement pour ne pas rester exposé aux angles vulnérables. En avril 1943, la 48e compagnie royale de chars britannique eut l'occasion de tester une nouvelle arme de première main. Près de la ville de Medjez el-Bab en Tunisie,
un Tiger avec la désignation tactique 130 ayant reçu plusieurs impacts de canon anti-char. L'un d'eux bloqua la tourelle, un autre perça le blindage de l'espace de radiation et blessa l'équipage. Le journal de guerre d'une unité allemande écrivit que l'équipage paniqua et abandonna le char. L'analyse sur place montra cependant que la fumée, les mécanismes bloqués et les blessures étaient si graves que l'équipage n'avait pas le choix. Grâce à cela, le Tiger 131 devint le premier Tiger fonctionnel qui tomba aux mains des Britanniques. Au musée des chars de Bovington, il reste aujourd'hui le seul exemplaire roulant. Cet incident montre que même le Tiger massif pouvait être mis hors de combat par des impacts directs, surtout si l'ennemi visait les flancs et l'arrière de la tourelle. Les équipages apprirent à masquer les endroits plus faibles en gardant la face vers l'ennemi et en tirant à grande distance. Le Tiger 131 devint pour les Britanniques une source d'information inestimable. Après sa capture, il fut transporté au Royaume-Uni où des spécialistes du service de renseignement l'examinèrent en détail. Ils démontèrent le moteur, la boîte de vitesse, le système de canon et examinèrent chaque vis à la loupe. Les résultats de cette analyse permirent aux Alliés de mieux comprendre les faiblesses de la construction allemande, par exemple la tendance à la surchauffe ou les problèmes avec le système électrique. Ces connaissances furent ensuite utilisées dans le développement des canons de chars britanniques et des munitions. Lors d'exercices futurs, le Tiger 131 devint un outil pédagogique précieux. Les tankistes britanniques s'y installaient pour essayer l'intérieur confiné et le comparer avec leurs machines. Bien qu'il fût maintenu en état de marche, les Britanniques réalisèrent que compter sur un seul super canon serait une erreur. Le tankiste Otto Carius, dans ses mémoires, décrivait ce que c'était que de servir en Russie. En 1943, il fut déployé sur le lac Ladoga et décrivait que l'équipage vivait par moins 50 degrés Celsius sans uniforme d'hiver, mangeait de la viande de cheval et du pain gelé et ne pouvait pas se laver pendant des jours entiers. Dans l'espace du char se multipliaient les puces. Carius raconta que l'équipage ne pouvait pas se déshabiller, sinon les parasites les auraient piqués. Malgré les extrêmes, les équipages essayaient de maintenir le moral. Ils jouaient aux cartes, chantèrent des chansons et plaisantaient. Carius soulignait que le membre le plus important de l'équipage est le conducteur. Un conducteur expérimenté savait prévenir les pannes mécaniques, tandis qu'un inexpérimenté pouvait détruire le char en quelques kilomètres. Quand des novices arrivaient à l'unité, les anciens leur enseignaient les techniques de passage de vitesse et de freinage délicat, car les chocs pouvaient endommager la boîte de vitesse. Outre le froid, l'isolement était aussi une charge psychique pour les équipages. Sur les plaines gelées, il y avait peu de villages où ils auraient pu se reposer, et ainsi ils vivaient des semaines dans la coque du char. Pour chasser l'ennui, ils se maintenaient en mouvement. Le conducteur se promenait plusieurs fois par jour autour du char pour bouger les jambes, le chargeur faisait de la musculation sur les chenilles, et le tireur lisait de vieux journaux pour la énième fois. Dans certaines unités, il trouvait de vieux pianos ou accordéons et organisait un mini-concert en plein air. Le gel avait paradoxalement aussi un avantage. Le sol gelé supportait le poids du Tiger et réduisait le risque d'enlisement. Les équipages utilisaient les rivières gelées comme route provisoire. Lors du passage cependant, ils craignaient la rupture de la glace et entendirent souvent des bruits de craquement sous les chenilles. Les conducteurs ralentissaient, répartissaient le poids et priaient pour que la glace ne se perce pas. La plus grande terreur avec laquelle les équipages devaient là y composer était la perspective de la mort. Le vétéran allemand Waldemar Pliska avoua des années plus tard qu'il se sentait dans la tourelle du char comme dans un cercueil mobile, bien que le Tiger fût considéré comme un foyer sûr. Le bruit, les vibrations et la tension constante se gravèrent dans la mémoire, à tel point que longtemps après la guerre, il se réveillait la nuit en sueur, car il rêvait que l'infanterie soviétique l'attaquait. Ces traumatismes ne concernaient pas seulement les équipages allemands. Les tankistes alliés étaient poursuivis par des cauchemars similaires. Le combat dans un espace fermé laissait des traces psychiques qui apparaissaient même des dizaines d'années après la guerre.
En même temps, cependant, naissaient entre tankistes des amitiés solides. Beaucoup de vétérans se correspondaient encore longtemps après la fin du conflit. Les psychologues, qui étudiaient les vétérans dans les années d'après-guerre, découvrirent que les tankistes souffraient d'un type particulier de troubles de stress post-traumatique. Les expériences de l'intérieur étouffant et des explosions soudaines leur revenaient en souvenirs vifs. Certains anciens chargeurs se réveillaient au milieu de la nuit et cherchaient automatiquement un obus. D'autres se bouchaient les oreilles à chaque bruit fort. La thérapie comprenait la redécouverte du sens de la vie, hors de la hiérarchie militaire, et l'acceptation du fait que la guerre était finie. Les traumatismes communs renforçaient cependant les liens. De nombreux vétérans se réunissaient régulièrement lors de rassemblements où ils se remémoraient le service difficile et partagèrent des photos. Naissaient des associations de régiments de chars lourds qui s'efforcèrent de préserver la mémoire des camarades tombés. De ces rencontres naquirent aussi beaucoup de livres et mémoires qui aident aujourd'hui les historiens à reconstituer la vie des équipages. Les tankistes de la Wehrmacht portaient un uniforme noir spécifique avec un liseré rose sur les revers. Sur le col se détachait le logo Totenkopf, une tête de mort stylisée avec des os croisés. Le symbole était utilisé déjà au XIXe siècle chez les cavaliers prussiens et devait exprimer la détermination à combattre jusqu'au dernier souffle. Dans la période d'entre-deux-guerres, il devint l'insigne des unités blindées allemandes, et pendant la guerre, bien qu'associé au crime des SS, les tankistes de la Wehrmacht le portèrent plutôt comme élément de tradition que d'idéologie. L'uniforme était conçu pour permettre le libre mouvement dans l'intérieur étroit. Le pantalon avait une coupe plus ample pour pouvoir être retiré rapidement en cas d'incendie. La couleur noire cachait mieux la graisse des lubrifiants et huiles qui s'imprégnaient couramment dans les tissus. Dans les dernières années de guerre, quand les stocks s'épuisaient, l'habit noir se combinait avec l'uniforme gris standard ou même avec des pièces d'uniforme capturées. L'étiquette interne des équipages comprenait aussi la façon de porter l'uniforme. Au repos, les hommes portèrent des casquettes avec la tête de mort détachée. Ils la remettaient quand ils allaient au combat. Les revers avec le liseré rose désignaient l'appartenance aux unités blindées et distinguaient les grades individuels. Les jeunes recrues étaient fiers de pouvoir porter l'uniforme noir. Pour les vétérans plus âgés cependant, l'uniforme symbolisait aussi les amis perdus et les longues heures dans la chaleur du moteur. L'usage de la tête de mort comme un signe apporta un dilemme moral. Après la guerre, le Totenkopf devint le symbole des crimes de guerre des SS. Les tankistes de la Wehrmacht se défendaient en disant que le symbole était repris de la tradition prussienne et qu'il n'avait rien de commun avec l'idéologie. Les historiens soulignent aujourd'hui que la signification est ambivalente. Pour les équipages, il exprimait la préparation à mourir. Pour les victimes du nazisme, cependant, l'horreur. Cela montre combien il est important de réfléchir aux symboles dans le contexte de l'histoire. Les équipages des Tigers se recrutaient dans diverses couches de la société allemande. Au début, il s'agissait de sous-officiers et officiers expérimentés, dont beaucoup avaient combattu en Pologne et en France. Avec le conflit qui progressait, des garçons qui n'avaient même pas terminé l'école secondaire s'installèrent dans les chars. Beaucoup étaient membres de la Hitlerjugend et absorbaient l'idéologie nazie. D'autres étaient des recrues des Sudètes ou d'Autriche, qui servaient par obligation. La recherche sociologique montre que malgré l'éducation idéologique, se formaient à l'intérieur des équipages plutôt des liens pragmatiques. Les hommes devaient se faire confiance, sans égard à l'origine, aux convictions politiques ou à l'identité régionale. Ensemble, ils partageaient la peur du feu, la faim, les maladies et la joie de quelques heures de repos. Dans les équipages, se rencontraient souvent des hommes des grandes villes et de la campagne, protestants, catholiques, incroyants et nazis convaincus. Ces différences s'estompaient pendant les premiers jours au front, quand tous devaient compter les uns sur les autres. Même des mischlingues juifs, métis, servaient dans certaines unités, tant que leur origine restait cachée. Dans l'espace étroit du char, les disputes idéologiques ne jouaient pas un si grand rôle que la capacité à charger,
conduire ou éteindre le moteur. Malgré la cohésion, se reflétant aussi, à l'intérieur des équipages, les conflits de la société plus large. Dans certaines unités, il y avait des bagarres entre vétérans plus âgés et jeunes membres de la Hitlerjugend, qui avaient des tendances au fanatisme. D'autres équipages se désintégraient à cause de disputes personnelles, de jalousie ou de méfiance. Cependant, les documents historiques prédominent dans le fait que la plupart des équipages savaient surmonter leurs différences, sinon à cause d'idéaux, alors à cause de l'instinct de survie. Dans la section suivante, nous examinerons la fin des Tigers, pourquoi ils devinrent des symboles de défaite, et comment les équipages leur firent leurs adieux. À partir de 1944, il devint évident que l'Allemagne ne pouvait plus maintenir la production des Tigers. Le manque de matières premières, le bombardement des usines et les pertes au front signifiaient que de moins en moins de machines arrivaient sur le champ de bataille. Le Tiger II, surnommé Königstiger ou Tigre royal, avait un blindage plus fort et un canon plus puissant, mais était encore plus lourd et plus exigeant en entretien. Certains commandants critiquaient ce choix. Ils argumentaient qu'il serait plus efficace de produire plus de chars moyens Panther. Le livre Tiger Tank souligne que le Tiger II avait certes un intérieur plus spacieux avec une meilleure ventilation, ce qui réduisait la fatigue de l'équipage, mais la consommation de carburant et les coûts de production étaient encore plus élevés. Pendant la dernière année de guerre se manifestait une pénurie aiguë de carburant. Certains Tigers furent détruits par les équipages eux-mêmes pour éviter la capture. Dans d'autres cas, ils restaient dans les forêts avec des réservoirs vides parce que les citernes ne pouvaient pas pénétrer le front. Dans les derniers mois de guerre, le Tiger devint une arme symbolique qui ne pouvait plus influencer le résultat. En janvier 1945, certaines unités reçurent l'ordre de partir en contre-attaque en Hongrie, mais beaucoup de chars se cassèrent avant d'arriver au champ de bataille. Certains commandants décidèrent de faire sauter leurs Tigers pour que l'ennemi ne puisse pas les obtenir. D'autres les laissèrent s'enliser dans la boue et reculèrent à pied. Ce désespoir montre à quel point l'armée allemande était profondément épuisée. Bien que le Tiger II offrit un blindage amélioré et une ventilation, beaucoup d'équipages préféraient l'ancien modèle. Le nouveau char était plus lourd, avait une consommation de carburant encore plus élevée, et son soutien logistique était insuffisant. Dans les dernières batailles près de Berlin, le Tiger II devint une forteresse statique. Les équipages le garèrent dans les rues et l'utilisèrent comme canon de forteresse, car il n'y avait pas assez d'essence pour manœuvrer. L'Allemagne misa sur la qualité et la perfection technique, tandis que les Alliés s'orientaient vers la production de masse. Alors qu'environ 1300 Tiger I furent produits, les Soviétiques et Américains produisirent plus de 110 000 chars moyens T-34 et M4 Sherman. Bien que le Tiger eût une énorme puissance de feu, au front il faisait face à une supériorité numérique et à des machines plus fiables. Cela se manifesta aussi dans le rapport de déploiement. Pour chaque Tiger, l'Allemagne devait sacrifier des milliers d'heures de travail et des tonnes d'acier, tandis que les Alliés pouvaient produire des dizaines de chars moyens dans le même temps. Ce contraste était visible dans les statistiques, tandis que les usines américaines et britanniques produisaient des chars par milliers. Les usines allemandes de Cassel et environ devaient arrêter la production à cause des bombardements. Chaque Tiger passait par un assemblage manuel, tandis que le Sherman naissait sur des chaînes de montage similaires aux usines automobiles. Les Soviétiques envoyaient en plus au front des chars qui étaient certes plus primitifs, mais facilement réparables et bon marché. Les constructeurs allemands essayaient de compenser cette asymétrie par des innovations. Ils expérimentaient avec la vision nocturne infrarouge, des viseurs améliorés et un blindage profilé. Mais ces projets arrivèrent trop tard. Après la guerre, le Tiger devint une légende. Les modélistes, historiens et cinéastes le percevaient comme l'incarnation de la technique allemande invincible. Les mythes sur son invincibilité persistent, bien que la réalité fût beaucoup plus complexe. Aucune machine n'est invincible si elle est servie par des hommes qui souffrent de fatigue, de peur et de manque.
L'héritage du Tiger n'est cependant pas seulement technique. Il concerne aussi le courage humain et la souffrance des équipages qui essayaient de survivre dans des conditions extrêmes, sur les sociétés qui réussirent à produire et déployer des milliers de chars, et sur le mythe de la supériorité technologique qui contribua à la tragédie de la guerre. Après la guerre commencèrent à apparaître de nombreuses légendes. Certains vétérans alliés admettaient que le Tiger les inspirait. Son apparence apparut dans les bandes dessinées, films et jouets. En Allemagne, le nom Tiger resta associé à la mémoire des camarades tombés. Parfois se construisait autour de lui un culte qui négligeait la souffrance. Les historiens encouragent aujourd'hui une vision sobre. Il faut apprécier l'innovation technique, mais en même temps réaliser que derrière chaque char se tenaient des hommes avec leurs propres rêves et craintes. Aujourd'hui, le Tiger est pour le public un symbole fascinant. Chaque année, les musées de Bovington ou Saumur attirent des milliers de visiteurs qui admirent le colosse de près et écoutent son grondement lors des démonstrations. Sur les réseaux sociaux circulent des photos d'équipage en uniforme noir et des vidéos de reconstitution. Les gens se demandent comment c'était d'être à l'intérieur quand tout tremblait autour. Dans cette vidéo, nous avons regardé dans un monde où la merveille technique imposait des routines quotidiennes, la peur et l'odeur. La réalisation que derrière les plaques de blindage solides s'étaient assis de jeunes hommes, souvent à peine âgés de 20 ans, qui luttaient contre la fatigue, le gel, la chaleur et le feu, nous rappelle que dans chaque guerre, les armes ne sont que des outils des hommes. Et quel est l'héritage du Tiger pour le présent ? Il rappelle que peu importe la force d'une arme, ce qui est décisif, c'est la logistique, l'entraînement et le moral des hommes. Il souligne que les investissements dans les super-armes peuvent apporter un effet à court terme, mais sans soutien de masse et approche humanisante, elles deviennent une simple légende. Aujourd'hui, de nombreux jeunes passionnés se demandent si le Tiger résisterait aux machines modernes. À cette question, les historiens répondent clairement. Le progrès technique ne peut être arrêté et aucune arme n'est intemporelle. Il est néanmoins important d'étudier l'histoire des Tigers pour comprendre comment sont interconnectées les technologies, la logistique et les facteurs humains. Quand nous voyons des enfants admirer les modèles de Tigers aux expositions, nous devrions leur raconter non seulement le blindage et le canon, mais aussi la sensation d'enfermement, de froid et de peur que vivaient ces équipages. Aussi pour les armées contemporaines, cette histoire est instructive. Les projets d'armement naissent souvent en réaction aux menaces actuelles et à la pression des politiciens. Mais à long terme sont réussis ceux qui tiennent compte de la réalité du champ de bataille, de la logistique et surtout des hommes qui vont les servir. L'histoire du Tiger montre que la technologie sans arrière-plan suffisant peut avoir un effet limité. Quand nous retournons dans les musées et regardons les monolithes métalliques, essayons d'y voir les destins humains. Derrière le Totenkopf épinglé se cachait le visage d'un fermier, étudiant ou ouvrier qui fut appelé à la guerre. Son histoire est aussi importante que les chiffres sur les tableaux. C'est pourquoi il est important de maintenir un dialogue ouvert et de rappeler que la guerre n'est pas un jeu, mais un chapitre tragique de l'histoire humaine. Merci d'avoir parcouru avec moi ce chemin dans les entrailles du blindé d'acier et la vie de ses équipages. Si l'histoire vous a intéressé, je serai content si vous mettez un like à la vidéo et la partagez avec d'autres. Quand nous répandrons ensemble la connaissance de l'histoire, nous pourrons mieux comprendre le présent et éviter les erreurs du passé.